Le Grand Canyon en Arizona est plus grand que l'État de Rhode Island. On pourrait même y faire tenir tout Manhattan. Il est tellement énorme qu'il a son propre climat. Mais le Grand Canyon n'est pas la seule grande fissure qui existe. Valles Marineris est plus grande, beaucoup plus grande. Elle se trouve sur Mars et elle mesure presque le quart de la circonférence de la planète. Elle est 10 fois plus longue que le Grand Canyon et elle est si profonde que tu pourrais y sauter en parachute. Kasey Valles se trouve aussi sur Mars. Elle est constituée d'une série de canyons et pourrait être l'ancien théâtre d'un énorme déluge martien. Il y a d'énormes canaux et canyons partout sur la planète rouge, à l'instar du Tioux Valles, là où les chercheurs pensent qu'il y a eu une bataille épique entre l'ancienne eau martienne et la lave volcanique bouillonnante. Tu devines qui a remporté cette bataille? Ares Vallis est tout aussi impressionnant. C'est le plus long système de drainage connu. Il est peut-être bizarre de penser que Mars a d'énormes voies d'eau, des rivières et des plaines inondables. Mais à ses débuts, Mars a peut-être eu un climat chaud et humide, tandis qu'aujourd'hui, on n'y trouve que des canyons asséchés à perte de vue. Ithaca Casma ressemble à une cicatrice géante sur la lune de Saturne, Thétis. Elle est 4 fois plus longue que le Grand Canyon et environ 3 fois plus profonde. Et elle est vieille de plusieurs milliards d'années. Personne n'y a encore fait de kayak et nous n'en avons vu qu'une seule image grâce à la navette spatiale Voyager 1. La grande vallée de Mercure ferait passer le Grand Canyon pour un petit nid de poule. La navette spatiale Messenger de la NASA a été la première à prendre des photos de cette formation massive. La vallée est entourée de 2 géants, l'Enterprise et le Belgica. La plus grande lune de Pluton, Charon, possède un canyon appelé Argo Casma et il est énorme. Même si Pluton n'est plus considérée comme une planète, elle peut toujours se vanter de son énorme canyon. Même ici sur Terre, le Grand Canyon a de sérieux rivaux. Le canyon de Yarlung Tsangpo est le plus profond du monde. Il se trouve dans l'Himalaya, au Tibet. Certains l'appellent l'Everest des canyons. On pourrait y faire tenir un bâtiment de 2000 étages. Les gorges de l'Indus sont hautes et tortueuses. Elles se trouvent au Pakistan et on pourrait y faire tenir 3 terrains de football. L'Indus, l'un des plus grands fleuves d'Asie, passe par là et il abrite même des baleines à fanon et des marsouins. Le canyon de Colca, au Pérou, est court mais incroyablement chaotique. Il se trouve à un trajet en bus du Machu Picchu. C'est l'immense demeure du plus grand oiseau volant du monde, le condor des Andes, qui a une envergure de 3 mètres. Au Népal, occupé par la chaîne de l'Himalaya, se trouvent les spectaculaires gorges de Kali Gandaki. Personne ne sait exactement jusqu'où elles descendent, mais elles sont probablement 5 fois plus profondes que le Grand Canyon. On y trouve tout, un relief incroyable, de l'air raréfié, et c'est au milieu de nulle part. Alors attention, seuls les randonneurs expérimentés osent y entrer. Le Copper Canyon, au nord du Mexique, est le lieu de résidence d'un groupe de personnes mondialement connues qui courent des marathons ou même des doubles marathons juste pour s'amuser. On y trouve 6 canyons en tout et dans la partie la plus large se trouvent 2 des plus hautes chutes d'eau du Mexique. Le Copper Canyon a aussi l'une des plus longues tyroliennes du monde et l'un des trajets en train les plus effrayants. Alors ne regarde pas en bas. Même aux États-Unis, il y a un canyon moins connu mais plus profond que le Grand Canyon. Il s'agit du Hells Canyon et il se trouve à la frontière entre l'Oregon et l'Idaho. Il a été creusé par la Snake River. Le Hells Canyon abrite la chaîne des Seven Devils. Le Kings Canyon se trouve dans le parc national de Yosemite. Il est environ 1,5 fois plus profond que le Grand Canyon. À proximité se trouve le 2e plus grand arbre de la Terre, le General Grant. Le plus grand canyon d'Australie est le Capertee Canyon et tu peux être payé pour y aller. En quelque sorte. Quelques cyclistes et campeurs chanceux ont trouvé au fil des ans des pierres précieuses sur les rives de la rivière Capertee. Si tu as de la chance, tu verras aussi de l'art rupestre vieux de 2000 ans. Les gorges du Saut du Tigre semblent tout droit sorties d'un conte de fées, mais elles sont tout à fait réelles, très profondes et assez effrayantes. La légende dit qu'un tigre était poursuivi, et oui, il a sauté par-dessus la rivière, se trouvant au fond des gorges, avec un peu d'aide d'un rocher parfaitement placé en plein milieu de la rivière.
La vallée du Grand Rift est 15 fois plus longue que le Grand Canyon. Mais alors elle fait 1000 milliards de kilomètres de long. En tout cas, elle traverse pas moins de 2 continents et abrite une trentaine de lacs. Elle est même visible depuis l'espace, alors si tu flottes un jour dans le cosmos, jette un œil dessus. Le canyon de Cotahuasi est profond, très profond. On peut y faire du rafting, du kayak, de la randonnée, et apparemment, les moustiques y sont aussi assez extrêmes. Il y a un canyon au Tibet qui détient certainement un record du monde. Essaie de chercher le canyon de Polung Tsampo. Aucune image n'apparaît? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oui, probablement juste une rivière. Le canyon du Chicamacoa en Colombie est à peu près aussi profond que le Grand Canyon. Les sports extrêmes sont les activités phares de cet endroit. La tyrolienne, le canoë, le parapente, même leur téléphérique est extrême. Le trajet dure 25 minutes et c'est très vertigineux. Sous le Groenland se trouve le Grand Canyon du Groenland, qui s'étend sur des centaines et des centaines de kilomètres. L'eau provenant de la fonte des icebergs coule à travers le canyon, c'est d'ailleurs la NASA qui l'a découvert. Il y a un canyon absolument énorme en Antarctique, mais le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le voir. Apparemment, il y règne un froid glacial et il est tout blanc. Les océans peuvent aussi se targuer de majestueux canyons. Le Zemchug Canyon, au large de l'Alaska, est l'un des plus grands canyons sous-marins et il abrite des phoques, des dauphins et des baleines. Le canyon sous-marin le plus profond du monde est environ 6 fois plus profond que le Grand Canyon. C'est la fameuse fosse des Mariannes. Si tu arrives au fond, tu battras le record du monde de la plongée la plus profonde. Le Grand Canyon des Bahamas est une autre merveille sous-marine. Tu pourrais y empiler plusieurs Empire State Building et tu ne les verrais jamais dépasser de la surface. La baie de Monterey est plutôt relaxe, mais son canyon ne l'est pas. On y trouve entre autres des poissons de lanterne, des calamars, des tortues de mer, des poissons de roche et des loutres de mer. Oh, et des milliers de méduses, alors fais attention à ne pas trop te faire piquer. Il y a aussi le varech géant, une algue qui peut pousser jusqu'à 30 mètres de long. L'Hudson Canyon s'étend du port de New York jusqu'à la mer et il est très sale. Bien sûr, il y a des formations de corail et d'éponges en haute mer, mais il y a aussi tout un tas de déchets et de boues d'épuration qui recouvrent le fond. Le canyon d'Aviles se trouve au large des côtes espagnoles. C'est l'un des canyons sous-marins les plus profonds du monde et c'est l'un des rares endroits où vivent des calamars géants. Il est célèbre pour son corail blanc et le fait qu'il y fasse incroyablement froid. Le canyon de Bremer, en Australie, est sous-marin, massif et dangereux, surtout si tu es un calamar géant. Car tu seras alors le casse-croûte préféré de l'épaulard local, une énorme baleine à l'appétit monstrueux. Le canyon de Bremer est une destination touristique majeure de nos jours, surtout pour ceux qui veulent prendre une photo de la centaine d'orques qui y vivent. Le canyon de Nazaré se trouve au large des côtes portugaises. C'est le plus grand canyon sous-marin d'Europe et sa profondeur est d'environ 5 km, ce qui équivaut à 6 des plus hauts bâtiments du monde empilés. Il est à l'origine de la formation de gigantesques vagues déferlantes, c'est pourquoi il est devenu un paradis pour le surf de grosses vagues. Le système du rift arctique canadien est énorme. Il s'étend de la mer du Labrador à l'archipel arctique et il relie les océans Arctique et Atlantique. Il faut savoir que le Groenland était encore pressé contre le Canada il y a quelques millions d'années. Grâce à ce système de failles, le Groenland s'est lentement éloigné. Pense à l'immensité du Canada si on y ajoutait le Groenland. Une étude récente affirme que la Lune a une queue. Et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme un foulard. Une queue fine composée de millions d'atomes de sodium qui suivent le satellite naturel de la Terre. Et notre planète la traverse régulièrement. Les collisions avec les météorites expulsent ces atomes de sodium de la surface de la Lune et les envoient dans l'espace. Durant plusieurs jours par mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment que la gravité de la Terre récupère cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne dans une longue bande qui s'enroule autour de son atmosphère. Cette queue de Lune est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible à l'œil humain, 50 fois plus faible que ce que tu peux percevoir. Mais pendant ces quelques jours, les plus puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. La queue ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Les mathématiciens affirment que les trous blancs pourraient exister. Malheureusement, les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Même si tu voyais un trou blanc, tu ne serais pas capable de rentrer dedans de l'extérieur.
Mais tu verrais la lumière et la matière en sortir. Betelgeuse, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à diminuer d'intensité en 2019. Cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà grossi dans des proportions gigantesques. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface extérieure s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Et puis Betelgeuse est donc devenue plus sombre à l'automne 2019. Ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements pouvaient déjà être observés à l'œil nu. Rien d'étonnant à ce que la luminosité de l'étoile ait diminué de 2/3. À cette époque, les astronomes étaient persuadés que Betelgeuse était sur le point d'exploser en supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais, contre toute attente, elle a retrouvé sa luminosité habituelle en avril. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait en fait éjecté une partie de sa matière, et cela a partiellement bloqué sa lumière. Notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine, vont se rencontrer. Mais cela se produira dans environ 4 milliards d'années. Quand elles rentreront en collision, une énorme galaxie elliptique verra le jour. Il pourrait y avoir plus d'eau sur la Lune que les scientifiques ne le pensaient jusqu'à présent. Et pas seulement sur sa face cachée, mais aussi sur sa face ensoleillée. Cette eau pourrait s'avérer utile lors des prochaines missions déjà prévues. Les exoplanètes Barbe à Papa sont des planètes spéciales situées en dehors de notre système solaire. Également appelées planètes super-enflées, elles ont la plus faible densité jamais découverte. Cela leur donne un aspect aérien et moelleux. Mais même si elles ressemblent à la friandise la plus populaire des parcs d'attractions, ces planètes sont énormes. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Ce phénomène insolite ressemble à des lutins et des elfes bleus virevoltant au-dessus de la planète. Il s'agit de 2 types de flashs lumineux qui apparaissent pendant de courtes périodes de temps, de simples millisecondes. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 96 km au-dessus des gros orages. Dans l'univers, on trouve non seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, la galaxie de la Voie lactée est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Une tempête de la taille de notre planète fait actuellement rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. Cette tempête a une queue de nuages blancs et elle fait le tour de la planète entière. La tempête se produit environ tous les 30 ans, lorsque l'hémisphère nord de Saturne s'incline vers le Soleil. Au début, la tempête est une simple tache. Et puis, elle commence à s'étendre en taille. C'est parce que la Grande Tache Blanche est un énorme système d'orage. Mais le mystère principal qui intrigue les astronomes est de savoir d'où la tempête tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil. D'autres ne sont pas d'accord. Ils affirment que la configuration des nuages de la tempête ne peut que s'expliquer s'il y a une source de chaleur interne capable d'alimenter les vents. Les objets libres de masse planétaire ne tournent pas autour de leur étoile. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas. Ces corps spatiaux qui flottent librement voyagent dans l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont aussi très difficiles à repérer. Ces planètes ne produisent pas de lumière. Elles n'émettent pas non plus de chaleur, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être vues à l'aide de la lumière infrarouge. Mais il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont repéré la plus petite planète de ce genre, qui se trouve dans la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. La Lune semble rétrécir. Le satellite naturel de la Terre est aujourd'hui plus petit de 45 mètres qu'il ne l'était il y a des centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait aussi expliquer les secousses qui agitent la surface du satellite naturel de notre planète. Les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique. Des séismes martiens se produisent régulièrement sur cette planète. Les scientifiques découvrent souvent des choses étranges dans l'espace. Beaucoup d'entre elles ressemblent à des taches floues. Mais il existe un type de tache qui ne ressemble à aucun autre corps spatial connu. Ces mystérieux cercles faits d'ondes radio sont visibles uniquement avec des radiotélescopes. Ce ne sont pas des restes de supernova ou un effet d'optique bizarre. Certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'il pourrait bien s'agir des gorges de trous de verre. Ce sont des tunnels hypothétiques entre les trous noirs. Les sursauts radio rapides sont des sursauts d'ondes radio d'une luminosité aveuglante. Ils contiennent autant d'énergie que ce que produit notre Soleil en quelques jours, mais ne durent que quelques millisecondes. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, les astronomes ont détecté certains d'entre eux provenant de notre galaxie, et leur source était un magnétar situé seulement à 30 000 années-lumière de notre planète. Tout liquide qui flotte dans l'espace se transforme en sphère. Ce phénomène se produit également dans l'orbite terrestre basse.
Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert que l'une des étoiles les plus grosses du secteur avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent voir clairement une étoile en particulier, sauf si elles sont énormes. Et l'étoile dont nous parlons était gigantesque. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que le Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près plusieurs années après, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi gigantesques s'éteignent généralement dans une supernova extrêmement brillante, mais les astronomes n'ont rien remarqué de la sorte dans ce cas. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir sans avoir déclenché de supernova au préalable. Cela se produit chez les étoiles en fin de vie, mais très rarement. Dans quelques milliards d'années, l'univers devrait connaître une croissance tellement importante que nous ne pourrons plus voir d'étoiles dans le ciel. Toutes les planètes du système solaire émettent des ondes radio. Elles sont particulièrement fortes si l'on parle de Jupiter. Cette planète possède le plus grand et le plus puissant champ magnétique. Mais les astronomes n'ont pu détecter aucune onde radio provenant d'une planète située en dehors du système solaire. C'est-à-dire jusqu'en 2020. Le signal enregistré par les scientifiques provenait d'une géante gazeuse, Toboitis. Elle se trouve à 51 années-lumière de notre planète. Grâce à ce signal, les astronomes ont réussi à en savoir un peu plus sur le champ magnétique de la planète. Et à l'avenir, cela permettra d'en savoir plus sur ce qui se passe dans l'atmosphère de la planète. La planète naine Haumea est plus éloignée de la Terre que Neptune. Elle est en orbite dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau de glace en forme de beignet qui tourne autour du Soleil. Cette planète allongée a 2 lunes. Une journée ici dure 4 heures terrestres. Dans l'ensemble, ce corps spatial est plutôt bizarre. Il est entouré de minces anneaux qui sont probablement apparus à la suite d'une ancienne collision. Une étoile de la galaxie GSN 069 est susceptible de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait se produire en raison des rencontres régulières de l'étoile avec un trou noir. D'abord, les astronomes ont noté des éclats inhabituels de rayons X qui étaient étrangement brillants. Ils se produisaient toutes les 9 heures. Après avoir étudié ce phénomène pendant un certain temps, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile qui se déplaçait sur une orbite unique autour d'un trou noir. Et les flashs éblouissants ? C'était la matière qui était aspirée de la surface de l'étoile par le trou noir. Il s'est avéré qu'au cours de millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche. Et ce processus n'est absolument pas prêt de s'arrêter comme ça. Des astronomes ont trouvé des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz, incolore et inflammable, se trouve souvent là où vivent les microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Mais même s'il y avait de la vie sur l'étoile du soir, elle n'aurait pu apparaître que s'il y avait aussi une atmosphère. Aucun organisme vivant ne serait capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche. Il n'y a pas d'eau liquide sur la planète. Et la pression est ici 90 fois supérieure à celle de la surface de la Terre. Les températures montent souvent à plus de 480 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Hé, réveille-toi, vite, écoute ça. C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâtons ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargé d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire, attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail, essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout, et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle.
Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du Soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toutes formes et de toutes tailles. Les lices de mer vivent à quelques 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 m de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la baudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans Atlantique, Pacifique et Indien à 2700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches, l'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et... On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation? Tout le monde retient son souffle, attendant que tu répondes. Tu te figes, ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est 1000 fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le kraken ou le léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec 2 têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus.
En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ?» Tu es devenu une célébrité. De nombreux passants prennent des photos de toi, plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau, mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé sur Ganymède. Les électrons de son champ magnétique, où la sonde spatiale a capté le signal, agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait 2 fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes. La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle. Un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours, à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du Soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite revenues sur Terre. Tu peux trouver ce type d'arbre aux États-Unis. La Terre est 27% plus grosse que la Lune et beaucoup plus massive. Notre gravité est aussi plus forte. Si tu laisses tomber une pierre sur la Terre, elle tombera plus vite. 68 kg sur la Terre ne représentent que 11 kg sur la Lune. La Terre a de nombreux satellites qui tournent autour d'elle, mais la Lune est son seul satellite naturel. Notre Lune s'est formée lors d'une grande collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Cela s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années, peu après la formation du Soleil et de notre système solaire. Après la collision, un nuage de roches vaporisées s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et a pris la forme d'un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et sont devenus la Lune, laissant des cratères en souvenir de cette collision. Si tu te tiens à la surface de la Lune, ton ombre sera plus sombre que sur Terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière et créer des ombres plus claires.
L'une des lunes de Jupiter, Io, possède des centaines de volcans produisant des éruptions assez puissantes, envoyant parfois des panaches à 400 km dans l'atmosphère. Ces éruptions se produisent à cause de la gravité extrêmement forte à laquelle cette lune est exposée. Ses entrailles se contractent et se dilatent pendant les périodes où elle se rapproche puis s'éloigne de Jupiter, ce qui génère suffisamment d'énergie pour une activité volcanique intense. Outre les planètes, des corps spatiaux plus petits ont parfois des lunes. En 1993, des chercheurs ont découvert un astéroïde de 32 km de large et sa lune de 1,6 km de large. Il faudrait 400 000 lunes pour égaler la luminosité de notre étoile, le Soleil. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du Soleil, mais elle ne produit pas la sienne. Cette luminosité dépend de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil. Notre Lune se trouve à environ 32 terres de nous et à 29 terres à son point le plus proche. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine Lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a très longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment frappées par des astéroïdes et des comètes qui contenaient de l'eau glacée. Ce processus pourrait même avoir contribué au développement de nos lacs et de nos océans, et pas seulement de l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. Or, la même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Sur les 200 lunes de notre système solaire, la nôtre est la 5e plus grande. La lune de Jupiter est la plus grande, presque 1,5 fois plus grande que la nôtre. Apollo 11 est la mission au cours de laquelle l'humanité a atterri pour la première fois sur la Lune. C'était un moment très important, diffusé dans le monde entier. Mais il a failli être interrompu par une énorme tempête qui sévissait en Australie à l'époque. Une antenne parabolique a été placée là-bas, ce qui nous a permis de recevoir les signaux de diffusion de la Lune. La Lune n'est pas un cercle parfait. Elle a plutôt la forme d'un œuf dont le sommet le plus épais est dirigé vers nous. Cette forme est due à sa rotation. Une pleine Lune peut t'empêcher de dormir. Des études ont montré que des personnes avaient eu un sommeil moins profond et mis plus de temps à s'endormir pendant la période de pleine Lune. Il ne s'agit pas tellement de sa luminosité, mais plutôt du cycle lunaire qui influence notre horloge biologique interne. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. En un an, elle s'éloigne d'environ 4 cm. Ce qui signifie que dans environ 600 millions d'années, elle sera plus éloignée de la Terre de 23 500 km qu'elle ne l'est actuellement. Ce chiffre n'a rien d'anodin, c'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. L'humanité n'a pas mis les pieds sur la Lune depuis quelques décennies, mais les empreintes de pas y sont toujours fraîches, car il n'y a pas de vent là-haut, si bien que ces traces peuvent rester là pendant des millions d'années. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune, donc une année y est divisée en 12 jours. Sachant que chacun est aussi long qu'un de nos mois. Les jours ont été nommés d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. Il existe des sources d'énergie possibles pour les êtres vivants sur l'une des lunes de Saturne. Elle possède un océan sous la surface et elle pourrait présenter des réactions chimiques similaires à celles qui aident certaines formes de vie sur notre planète à survivre. La Lune abritait autrefois des volcans actifs, probablement à l'époque des dinosaures. La lave en fusion a durci à sa surface il y a des milliards d'années, ce qui a contribué à créer des cratères lunaires uniques. Mais les volcans sont en sommeil depuis longtemps désormais. La Lune connaît aussi des tremblements de terre, ou plutôt des tremblements de Lune. Tout comme notre planète, la Lune a aussi une croûte qui subit des changements et des mouvements. Les tremblements se produisent lorsque sa croûte se réchauffe et se dilate, ou bien ils peuvent même être causés par des impacts de météorites. Les tremblements de Lune ne sont pas aussi forts que les tremblements de terre, mais ils peuvent durer beaucoup plus longtemps, car la Lune n'a pas assez d'eau pour atténuer les vibrations sismiques. La Lune a une grande amplitude de température car elle n'a pas d'atmosphère. Pendant la journée, la température peut atteindre 93 degrés Celsius. Mais à ses pôles, elle est d'environ moins 240 degrés Celsius. En 2019, des astronautes ont découvert un étrange phénomène spatial. La Lune passait devant le Soleil et à un moment donné, il semblait qu'elle s'arrêtait puis commençait à reculer. C'est la même illusion d'optique que lorsque tu conduis sur l'autoroute et que tu dépasses une voiture qui est plus lente que toi.
À un moment, alors que tu avances, il peut sembler qu'elle recule. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur partout. Certaines parties ont jusqu'à 60 km d'épaisseur, tandis que d'autres sont beaucoup plus fines. La Lune elle-même ne change pas de couleur. Lorsque la lumière du Soleil traverse notre atmosphère, elle se reflète sur la Lune et nous la voyons en rose ou en rouge. Parfois, des particules de poussière sont envoyées dans l'atmosphère et, combinées à la lumière du Soleil, elles donnent à la Lune une lueur orange. La Lune n'a pas de face sombre, mais simplement une face cachée que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre. La Lune tourne sur son axe une fois et fait un tour autour de la Terre dans le même laps de temps. C'est pourquoi nous n'en voyons toujours qu'une seule face. Toutes les planètes de notre système solaire ont au moins une lune, sauf Mercure et Vénus. Mercure a moins de masse que notre planète. Sa gravité est donc plus faible que la nôtre, environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que 45 kg sur Terre équivaudrait à 17 kg sur Mercure. À cause de sa gravité plus faible et parce qu'elle est si proche du Soleil, Mercure ne pourrait pas avoir sa propre lune. Cette dernière s'écraserait probablement sur la planète ou se mettrait en orbite autour du Soleil et serait même un jour attirée par lui. Vénus n'a probablement pas sa propre lune car elle est aussi trop proche du Soleil. La gravité de Jupiter a détruit une énorme comète. Ce n'était pas suffisant pour le monstre de l'espace. C'est une vraie catastrophe qui s'est produite. Les éclats n'ont pas volé dans des directions différentes, ils se sont alignés et se sont précipités vers Jupiter comme les wagons d'un train. 21 fragments jusqu'à 1,6 km de diamètre ont traversé l'atmosphère de Jupiter. Des boules de feu à une vitesse de 60 km/s ont bombardé la couche externe de la planète. Ils ont chauffé l'espace qui les entourait à 27 800 degrés Celsius. C'est plus élevé que la température de la haute atmosphère du Soleil et 312 fois plus chaud que ce dont on a besoin pour faire bouillir un œuf. Eh bien, je n'ai plus faim. L'impact a été comme celui d'une pierre qui tombe dans une mare. Les fragments de météorites ont formé des panaches géants à la surface de Jupiter. Les substances de sa basse atmosphère se sont précipitées vers le haut. Le processus a généré une énorme quantité d'énergie. Des jets de feu surchauffés ont été projetés dans la stratosphère. Les monstres ont laissé derrière eux des panaches incandescents de 3000 km de large. C'est plus grand que la distance entre New York et le Texas. Des traces sombres sont apparues à l'endroit où les coups avaient été portés. Elles étaient de la taille de la Terre. Le nom de la comète qui a violé les frontières de Jupiter est Shoemaker-Levy 9. La collision des corps célestes s'est produite en juillet 1994. Ça a été une sensation scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe de cette ampleur avait été observée. Cette attaque a soulevé une question importante pour les astronomes. Pourquoi Jupiter a-t-il autant de malchance ? Les monstres de l'espace l'attaquent des milliers de fois plus souvent que la Terre ou toute autre planète du système solaire. Bon, voyons voir. Tu décides de prendre un vaisseau spatial et de voyager vers la mystérieuse Jupiter. Une sonde spatiale aurait besoin de 2 ans pour y arriver. Tu y seras en... Super, le voyage n'a pris qu'une seconde. Jupiter est en fait très grand. Cette planète pourrait contenir 1300 autres de la taille de la Terre. Elle est belle grâce aux nuages de gaz. Cette planète n'a pas de surface solide, mais il y a une tache étrange à sa surface. Elle ressemble à un énorme œil qui peut contenir 3,5 terres. Cette tempête effraie tout le monde. Elle est 10 fois plus haute que l'Everest et le vent souffle à une vitesse de 483 km/h. Elle dure depuis 350 ans. Tu ne pourrais pas te cacher d'une tempête pareille dans une voiture, alors c'est bien que tu sois dans un vaisseau spatial. Si toutes les planètes du système solaire fusionnaient pour former une super planète, le nouvel objet serait encore 2,5 fois plus petit que Jupiter. Sa grande taille affecte aussi la gravité. Les vaisseaux spatiaux utilisent Jupiter comme tremplin pour sauter. La gravité de cette géante augmente leur vitesse de vol et les aide à atteindre leur cible plus rapidement. La gravité a fait de la planète un aimant pour les comètes, les astéroïdes et les dangereux débris spatiaux. Jupiter est un véritable super-héros de l'espace. Son bouclier gravitationnel encaisse les coups ou dévie les monstres de l'espace qui volent vers le cœur du système solaire. Les dinosaures ne seraient pas d'accord, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et si demain Jupiter était avalé par un aspirateur géant ? Je ne peux dire qu'une chose. Nous aurions d'énormes problèmes. Sans ce bouclier géant, des milliers de comètes et d'astéroïdes attaqueraient notre planète beaucoup plus souvent. La plupart d'entre eux brûlent dans l'atmosphère ou ne sont pas assez gros pour nous affecter. Mais il y a aussi des comètes et des astéroïdes plus gros. Après leur impact avec la Terre, tu pourras dire adieu à toute vie sur la planète. Par exemple, en 2009, un corps céleste s'est écrasé sur Jupiter. Il a laissé une marque de la taille de l'océan Pacifique. C'est horrible de penser aux traces qu'il laisserait sur notre planète. Très probablement, la Terre se transformerait en une boule de feu. Mais des recherches récentes menées par des astronomes suggèrent que Jupiter n'est pas un si gentil garçon.
Au contraire, c'est un vilain garçon avec une fronde qui tire des comètes sur la Terre. Un physicien a utilisé des simulations informatiques. Il a trouvé que Jupiter est tout aussi capable de dévier et d'envoyer des comètes vers la Terre. Cette géante attire les objets potentiellement dangereux et ne nous protège que partiellement. Elle a déjà essayé d'assommer notre planète plusieurs fois. Il y a 66 millions d'années, un corps cosmique mesurant 16 km s'est écrasé sur la Terre. L'énergie de l'impact a mis le feu à la surface de la planète. Il a provoqué un énorme tremblement de terre et un tsunami. Une pluie brûlante est tombée du ciel sur la Terre. Il y avait des millions de tonnes de débris et de poussière dans l'atmosphère. Ceux-ci ont empêché les rayons du soleil d'atteindre la planète. L'hiver nucléaire a commencé. Cette catastrophe a entraîné l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont nommé ce criminel spatial l'impacteur Chicxulub. Les simulations informatiques des scientifiques de l'université de Harvard ont montré d'où il venait. Chicxulub n'était pas un astéroïde, mais une comète. Cela signifie que le noyau de son corps n'était pas constitué de pierre et de métal, mais de glace, de poussière et de gaz gelé. Elle ressemblait à une boule de neige sale qui volait dans l'espace. La météorite ne comptait pas mettre le feu à la Terre, mais Jupiter est intervenu dans son plan. Il a lancé des comètes dans notre direction. En 1770, la comète Lexell est apparue près de la Terre. La distance entre notre planète et cet objet était de seulement 2,2 millions de kilomètres, ce qui est presque rien en termes d'espace. La comète Lexell s'est approchée de la Terre plus que toute autre comète dans l'histoire de l'humanité. L'objet aurait pu interrompre toute vie sur Terre. La comète a volé trop près de Jupiter. Cette géante l'a attrapée et l'a envoyée dans notre direction. Pas terrible pour un super-héros qui protège notre système solaire. 3 ans après, la comète est passée devant nous. Elle a fait 2 fois le tour du Soleil et est revenue vers Jupiter comme un boomerang. Cette fois, le géant a poussé la comète hors du système solaire. Mais ne nous en prenons pas à Jupiter. Les scientifiques pensent que sans cette géante gazeuse, la vie sur Terre ne serait probablement jamais apparue. Jupiter a envoyé des météorites vers la Terre qui emportaient avec elles des molécules organiques et de l'eau. Ce sont les composants de base à partir desquels la vie terrestre a commencé. Personne ne sait si les comètes arriveraient avec une précieuse cargaison sans Jupiter et sa dangereuse gravité. Si tu t'envoles de la Terre vers le centre du système solaire, tu verras le Soleil. 8 planètes volent autour de cette étoile. Il y a une ceinture de plus d'1 million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Selon une théorie, il n'y avait que le Soleil au tout début de l'existence du système solaire. Des nuages de pierre et de poussière entouraient l'étoile. Ces particules se sont attirées les unes les autres et ont formé des planètes pendant des millions d'années. Jupiter ne voulait pas de nouveaux voisins. Sa puissante gravité empêchait les pierres et la poussière de s'unir pour former des planètes. Ils sont restés des astéroïdes et se sont rassemblés dans une ceinture à l'intérieur du système solaire. Si aujourd'hui tous les astéroïdes fusionnaient en une seule planète, nous obtiendrions un corps cosmique qui pèserait seulement 4% de la masse de la Lune. Auparavant, la ceinture était densément peuplée, mais la gravité de Jupiter a projeté 99% des astéroïdes vers d'autres endroits de l'espace. Jupiter n'est pas le seul à jouer un rôle dans le développement de la vie sur Terre. Notre principal assistant est la Lune. C'est le seul satellite naturel de la Terre. Jupiter a 79 satellites et chaque année, il y en a de plus en plus. Jupiter est aussi entouré d'anneaux, mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Saturne et sont pratiquement invisibles. Les anneaux sont composés de petites particules noires. Il s'agit de la poussière que les météorites éjectent dans l'espace après être entrées en collision avec les lunes de Jupiter. La Lune est responsable du flux et du reflux de l'océan. Elle régule la vie des abeilles, des poissons, des oiseaux et des amphibiens. Même toi, tu ressens l'influence de la Lune tous les jours. La fluctuation de la luminosité du disque dans le ciel nocturne régule le niveau de mélatonine dans ton cerveau. Cette hormone est responsable des rythmes circadiens qui sont importants pour bien dormir. La Lune est née d'une autre catastrophe, comme beaucoup d'autres choses dans l'espace. Il y a des millions d'années, la Terre ressemblait à une boule de lave chaude. Il n'y avait ni eau ni air. Elle était uniquement enveloppée de dioxyde de carbone et d'azote. À cette époque, une autre planète de la taille de Mars, de nos jours, s'est écrasée sur la Terre. Les scientifiques l'ont nommée Theia. À une vitesse de 14 000 km/h, elle est entrée en collision avec la Terre. Cet impact d'une puissance incroyable a projeté des millions de tonnes de matériaux dans l'espace. Les débris se sont rassemblés en une boule, qui est devenue la Lune. Les scientifiques ont presque résolu le mystère de la Lune, mais ils ne savent pas s'il y a un noyau solide au milieu de Jupiter ou si c'est une soupe dense et chaude qui flotte dans l'espace. Jupiter a le plus grand océan du système solaire. Il est fait d'hydrogène liquide, pas d'eau. Si Jupiter était 80 fois plus gros, il se transformerait en une étoile brillante. Jupiter est un endroit unique qui ne sera jamais habité par des humains. La pression à l'intérieur de la planète est 2 millions de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. La pression et les températures extrêmes détruiraient tout vaisseau spatial qui serait allé trop loin. Je suppose que ça veut dire que Jupiter te ferait craquer.
Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge.
Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son, et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace ? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ?
Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 cm3 d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace ? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense ? Qu'entendrions-nous ? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas ? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas ? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace ? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autres choses. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non ? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée, qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio.
Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique. Avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer ? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en sons. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers, tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout, des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas ? L'univers n'est pas statique. Il évolue en permanence et grandit dans toutes les directions. Il est en expansion et les scientifiques l'ont découvert il y a presque un siècle. Mais il ne le fait pas à un rythme stable. Plus le temps passe, plus l'univers s'étend rapidement. Et par conséquent, les étoiles, les planètes et les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, ce qui laisse plus d'espace entre elles. Mais alors, dans ce cas, l'univers est censé se refroidir à mesure qu'il s'étend, n'est-ce pas ? Car après tout, il était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud lorsque le Big Bang s'est produit. Et pendant son expansion, l'espace s'est refroidi, créant ainsi les conditions nécessaires à la formation de planètes, d'étoiles et d'autres objets spatiaux. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe actuellement, et les scientifiques ont été tout aussi surpris de le découvrir. Notre univers se réchauffe. Ils ont observé la température de gaz cosmiques éloignés de notre planète natale par rapport à de jeunes gaz plus proches de la Terre. Comme on mesure les distances spatiales en années-lumière, les régions plus éloignées sont comme une fenêtre sur le passé, tandis que les régions plus proches permettent une observation du temps présent. Bref, ils ont découvert que la température d'un certain gaz dans l'espace a augmenté plus de 10 fois au cours des 10 derniers milliards d'années, et la température du gaz cosmique répandu dans tout l'univers peut atteindre environ 2 millions de degrés Celsius. Waouh! À mesure que l'univers s'étend, la force gravitationnelle fait son œuvre et tire le gaz et la matière noire ensemble. Elle fait un travail assez titanesque puisqu'elle crée des galaxies et des amas de galaxies à partir de ces matières. Et ce processus est totalement chaotique. Tellement chaotique que de plus en plus de gaz se réchauffent pendant que tout cela se produit. L'espace était extrêmement chaud lorsqu'il venait de se former il y a 13,7 milliards d'années. Et s'il redevenait aussi chaud ? Les scientifiques observent la situation. Ils ont découvert que les températures dans l'espace ont augmenté en mesurant les gaz cosmiques, en utilisant une méthode appelée décalage vers le rouge. Ils utilisent généralement cette méthode lorsqu'ils veulent voir à quelle distance se trouvent certains objets spatiaux. Ceux qui sont plus proches de nous ont des longueurs d'onde lumineuses plus courtes. Plus un objet est éloigné, plus ces longueurs d'onde lumineuses sont longues. Et on peut déterminer la température d'un certain objet à partir de sa lumière.
En moyenne, l'espace est un endroit plutôt froid. La lueur résiduelle du Big Bang s'appelle CMB, qui est l'abréviation de Cosmic Microwave Background, fond diffus cosmologique en français. Il est si puissant et intense qu'il baigne l'univers entier dans la lumière. C'est la seule chose qui réchauffe significativement la matière. Mais il existe de nombreux mécanismes, à plus petite échelle, qui contribuent à réchauffer la matière dans l'univers. Et ils pourraient s'emballer si l'espace se réchauffe. Prenons les étoiles par exemple. Elles émettent un rayonnement qui affecte la poussière et le gaz à proximité. Elles rayonnent aussi dans l'infrarouge lointain. Lorsqu'une étoile est à son stade initial, le rayonnement qui en provient forme des structures protoplanétaires qui ressemblent à des disques. Ils se forment principalement dans un seul plan, et une étoile centrale brillante produit un gaz avec des reflets bleus. Il s'est passé la même chose avec notre système planétaire. Une forte énergie et des forces gravitationnelles ont provoqué des collisions, de la poussière et du gaz dans un tourbillon incontrôlé qui a formé des planètes. C'est pourquoi la plupart des planètes de notre système solaire orbitent dans la même direction. C'est aussi la direction dans laquelle ce tourbillon géant tournait il y a longtemps. Étoiles actives, galaxies en collision, cataclysmes stellaires, trous noirs, étoiles à neutrons, l'univers a tellement de sources d'énergie. Et lorsqu'on entoure la matière normale de l'espace d'un environnement aussi énergique, elle se réchauffe considérablement. Lorsque tu chauffes quelque chose, de l'énergie en rayonne d'une certaine façon. Dans la plupart des cas, les galaxies n'ont que quelques zones où les étoiles se forment, dans des régions où le gaz s'effondre. Une bulle qui entoure cette zone contient de l'hydrogène ionisé. Les 3/4 de notre Soleil sont constitués d'hydrogène. Grâce à cet hydrogène, le Soleil nous tient chaud. Dans son noyau, l'hydrogène se transforme en hélium et provoque une fusion atomique. C'est comme ça que notre Soleil libère son énergie. Les radiations chauffent tout ce gaz à des millions de degrés. En même temps, il ionise un grand nombre d'atomes et de molécules, ce qui signifie qu'il les transforme en ions. Les atomes sont des particules neutres, tandis que les ions sont des particules chargées négativement ou positivement. Si l'univers se réchauffe, notre Soleil pourrait aussi se réchauffer. Si sa température atteignait 30 000 degrés Kelvin, il pourrait devenir suffisamment chaud pour ioniser tous les matériaux qu'il a précédemment éjectés. Et cela pourrait créer une véritable nébuleuse planétaire. Il s'agirait d'une nébuleuse en forme d'anneau qui se forme généralement à cause d'un gaz en expansion qui entoure une étoile vieillissante. Comme la température ne cesse d'augmenter, l'hydrogène s'ionise. À quelques milliers de degrés, cela pourrait rendre les nébuleuses de notre système solaire roses avec des lignes d'émission. Notre Soleil pourrait arriver à sa fin s'il atteignait la température de 50 000 degrés Kelvin. Et si tu pouvais flotter dans l'espace et t'en approcher, tu le verrais briller dans des tons verts sinistres à cause de l'oxygène doublement ionisé. Les phénomènes à haute énergie font en sorte que davantage de galaxies entrent en collision. Cela chauffe encore plus les gaz et finit par provoquer des émissions de rayons X. Maintenant, qu'en est-il des trous noirs et des étoiles à neutrons qui rayonnent ? Quand ils s'emballent, ils peuvent façonner des galaxies entières et qui sait quoi d'autre ? Peut-être aurons-nous aussi plus de masers. Ce sont des lasers naturels produits par notre univers. Ils apparaissent lorsque de grandes populations de molécules reçoivent de grandes quantités d'énergie. À l'heure actuelle, les scientifiques ont trouvé le maser le plus puissant, mais aussi le plus éloigné, et il est si puissant qu'il est plus lumineux que la lumière que produirait 6000 soleils, et ce, dans une seule ligne d'émission. Peut-être que nous découvrirons alors des masers encore plus puissants, dans le cas où nous serions encore là. Parce qu'à mesure que l'univers se réchauffe, le rayonnement cosmique devient plus fort, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la vie sur Terre. L'augmentation du rayonnement cosmique pourrait nous nuire. Qui sait si la vie serait même possible sur Terre dans ce cas, ou si la puissante force gravitationnelle ne ferait pas s'écraser notre planète natale sur une autre. Mais peut-être que la vie telle que nous la connaissons ne disparaîtrait pas complètement. Ou si cela arrivait, elle pourrait retrouver sa place d'une manière ou d'une autre, peut-être dans un avenir lointain. Il est possible que notre univers puisse de nouveau accueillir la vie dans ses formes primitives. Cela n'a pas l'air très plausible quand on pense au chaos que le Big Bang a provoqué, n'est-ce pas ? Mais ce n'était que le début. Après que les choses se sont un peu calmées, les restes des premières étoiles ont formé des planètes telluriques. Dans notre système solaire, il s'agit de la Terre, Mars, Mercure et Vénus. Tu ne peux pas poser les pieds sur les autres car ce sont des géantes gazeuses. À l'époque, le rayonnement était assez intense, donc les planètes telluriques avaient un environnement adéquat pour se former.
car il faut beaucoup d'énergie pour faire tourbillonner la poussière et les particules et cuire une planète à ce point. Cette période de temps coïncide à peu près avec celle où les premières étoiles se sont formées dans notre univers. Les anciennes étoiles étaient bien plus grosses que notre Soleil, mais elles vivaient moins longtemps. Elles ont simplement fini par exploser en supernova et elles ont laissé des métaux lourds dans l'espace qui les entourait. Ce sont les particules à partir desquelles les planètes telluriques se sont formées. À l'époque, les radiations se répandaient dans tout l'univers. Cela a changé au fil du temps. Aujourd'hui, on est proche du zéro absolu. 400 000 ans après le Big Bang, lorsque les atomes d'hydrogène se sont formés, le fond diffus cosmologique était presque aussi chaud que la surface de notre Soleil. Et environ 15 millions d'années après le Big Bang, sa température était proche de la température ambiante, soit environ 27 degrés Celsius. Ces événements se sont produits dans tout l'univers, si bien que de nombreuses planètes auraient pu abriter la vie. Si nous étions l'un de ces mondes anciens, nous n'aurions pas besoin d'une étoile pour nous tenir chaud, car le fond diffus cosmologique serait suffisant. Il est donc possible que la vie dans l'espace soit bien plus ancienne que nous le pensons. Il pourrait y avoir eu des mondes anciens avec de l'eau liquide à leur surface. Et s'il y avait eu des formes primitives d'organismes, comme sur notre planète natale il y a très longtemps, ou même des formes plus développées. Peut-être le découvrirons-nous un jour. Il est normal que les planètes soient un peu inclinées sur le côté. Par exemple, la Terre est inclinée à un angle de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est l'été, lorsque la partie du monde où tu te trouves penche plus près du Soleil. Et à l'inverse, c'est l'hiver quand tu t'en éloignes. Mais Uranus est plus inclinée que la normale. Elle repose à un angle de 98 degrés, ce qui a un effet énorme sur ces saisons. Chaque saison sur Uranus dure pas moins de 21 ans. Pense-y la prochaine fois que tu te plains que l'hiver dure trop longtemps. Ici sur Terre, nous évaluons nos trajets en minutes et en heures, voire en jours. Il faut 10 minutes pour aller à pied chez ton meilleur ami ou 15 minutes pour aller à ton café préféré. Mais dans l'espace, c'est différent. Il est vaste, ce qui signifie que nous mesurons l'écart qui nous sépare d'un certain point en années. Dans la plupart des cas, une telle distance s'exprime même en années-lumière. Si tu voulais un jour aller marcher sur la Lune, il te faudrait 9 ans pour parcourir les 380 000 km qui nous en séparent. Peut-être aimerais-tu faire un tour vers notre étoile voisine, Proxima Centauri. Si tu gardais le pied au plancher à une vitesse constante de 110 km/h, tu y arriverais en 356 milliards d'heures, soit environ 40,5 millions d'années. Au bout des 20 premiers millions d'années, tu te demanderas sans doute pourquoi tu as voulu y aller. Mars abrite la plus grande vallée que nous ayons découverte à ce jour, Valles Marineris. C'est un système assez impressionnant de canyons de 4000 km de long, soit 5 fois plus grand que le Grand Canyon. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois dans les années 70. Un banc de volcan situé de l'autre côté de la crête du canyon a probablement contribué à former cette vallée. Nous n'avons pas encore découvert de planète entièrement faite de diamants, mais sur certaines planètes, il pleut bien des pierres précieuses. Sur Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses de notre système solaire, les tempêtes de foudre transforment le méthane abondant en suie, que nous connaissons aussi sous le nom de carbone. La suie tombe et se transforme en graphite. Le graphite se transforme ensuite en diamant d'un diamètre d'environ 1 cm. Mais avant de commencer à chercher comment réserver une excursion pour collecter des diamants, sache que ces diamants ne durent pas. Après avoir pénétré dans le noyau de la planète, ils fondent. As-tu déjà remarqué que lorsque tu observes les étoiles 2 nuits de suite à la même heure, mettons à 21 h, elles restent au même endroit, mais pas la Lune? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, cela dépend de l'heure à laquelle tu fais tes observations. Par exemple, si tu la regardes un soir à 20 h et le lendemain à 23 h, tu verras la Lune à 2 endroits assez différents. Dans ce cas, même les étoiles auront des places différentes dans le ciel, puisque notre planète tourne. Comme tu le sais, il lui faut 24 heures pour faire un tour complet. Cela signifie que de notre point de vue, il semble que le ciel et tout ce qui se trouve là-haut se déplacent autour de nous une fois toutes les 24 heures. De la même manière, le Soleil change de position, se lève et se couche chaque jour. Donc si tu sors 2 nuits de suite à la même heure, dans la plupart des cas, tu devras attendre une demi-heure supplémentaire, voire plus, pour que la Lune retrouve la même position que la nuit précédente. Les étoiles sont pratiquement immobiles. On dirait qu'elles se déplacent, mais c'est seulement parce que la Terre tourne. En revanche, la Lune se déplace vraiment autour de notre planète et passe par différentes phases.
Par exemple, la nouvelle lune est le moment où elle est complètement noire dans le ciel. La pleine lune est le moment où son côté éclairé est totalement tourné vers la Terre. Il lui faut environ 1 mois pour faire un tour complet de la Terre. Pour ta collecte de diamants, tu aurais peut-être plus de chance sur cette planète située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques l'appelaient autrefois Super-Terre. Une super-Terre est généralement une planète bien plus grande que la nôtre. Cette planète, par exemple, fait le double de la taille de la Terre. Elle est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour complet en moins de 18 heures, ce qui signifie que l'année y est plutôt courte. Et comme elle est si proche de son étoile, sa température monte jusqu'à 2700 degrés Celsius. À cause de la chaleur combinée à la densité de la planète, les scientifiques pensent que son noyau est composé de carbone sous forme de graphite et de diamants. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau se trouvant à 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus grande source d'eau que nous connaissions. C'est aussi le plus ancien. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Et oui, si tu avais ouvert un compte épargne il y a 12 milliards d'années, avec les intérêts engrangés, tu aurais une jolie somme aujourd'hui. Mais les banques n'existaient pas à l'époque. Bref, ce nuage est si grand qu'il contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau de tous les océans de notre planète. Ce nuage nourrit en quelque sorte un trou noir. Il pourrait aussi contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour encourager le trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. La température moyenne de notre planète est d'environ 14 degrés Celsius, et la température la plus élevée jamais mesurée a été de 57 degrés Celsius. Cela te semble chaud ? Eh bien, sur Vénus, elle peut atteindre 482 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais ce n'est pas assez chaud pour faire fondre de l'acier. Il faudrait qu'elle soit plus élevée de 1400 degrés Celsius pour y parvenir. Mais c'est assez chaud pour faire fondre le plomb, et c'est bien trop chaud pour abriter la vie. Du moins, sous aucune forme que nous connaissions. Vénus n'est pourtant pas la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, mais elle a une atmosphère très épaisse qui piège les gaz à effet de serre. C'est comme si tu te couvrais d'une couverture très épaisse au beau milieu de l'été. Nous avons l'habitude de voir les volcans cracher de la lave chaude en fusion. Après tout, c'est ce qu'ils font principalement sur Terre. Mais dans l'espace, les volcans ont tendance à cracher du méthane, de l'eau ou de l'ammoniac. Et ces matériaux gèlent pendant l'éruption et finissent par se transformer en vapeur gelée et en quelque chose appelé neige volcanique. On les appelle donc des cryovolcans. Tu peux les trouver sur les lunes de Jupiter, Io et Europe, sur la lune de Saturne, Titan et sur Pluton. Ces volcans sont particulièrement actifs sur Io, qui possède des centaines de cheminées. Les véhicules de la NASA ont même capturé certains d'entre eux en éruption en temps réel. Les panaches de vapeur gelée qui en sortent s'étendent sur environ 400 km. Au fait, on vient de découvrir une autre lune autour de Jupiter, qui pourrait être adaptée à l'agriculture un jour. Elle s'appelle Ia-Ia-Ho. Je plaisante. Qu'arrive-t-il exactement à la lumière après qu'elle ait disparu à l'intérieur d'un trou noir ? Le photon est une particule de lumière. L'horizon des événements est la limite d'un trou noir. Lorsqu'un élément, mettons un photon, passe cette limite, il ne peut plus s'échapper. Mais cela ne signifie pas que le trou noir l'a détruit. Il attire rapidement le photon vers son centre, où une masse énorme est entassée dans un espace infiniment petit. Mais on ne sait pas exactement ce qui arrive au photon dans des conditions aussi extrêmes. C'est toujours l'un des plus grands mystères. Un trou noir détruit-il la lumière ou non ? Saturne possède 82 lunes que nous connaissons, 53 confirmées et 29 autres qui sont toujours sur la liste d'attente pour être confirmées comme de véritables lunes avant d'obtenir leur nom officiel. Et l'une de ces lunes les plus étonnantes pourrait être un gros morceau de roche de 1470 km de diamètre appelé Iapetus. Elle est sombre d'un côté et lumineuse de l'autre. Sa moitié la plus claire est 20 fois plus réfléchissante que l'autre. Il s'avère que le côté lumineux est de la glace. Le côté sombre est un peu plus compliqué. Une théorie affirme qu'il est sombre à cause de particules provenant d'une autre lune nommée Phébé. Une autre théorie dit que cela pourrait être à cause de la chaleur. Comme cette lune tourne très lentement, sa matière sombre absorbe la chaleur, ce qui la rend encore plus sombre. À ton avis, quelle taille peut atteindre un trou noir ? En théorie, nous ne pouvons pas trouver de limite supérieure à sa masse.
Mais les astronomes pensent que les trous noirs ultramassifs, UMBH, situés au cœur de certaines galaxies, ont pour la plupart une taille allant jusqu'à 10 milliards de masses solaires. Récemment, ils ont même découvert que ces UMBH ne peuvent physiquement pas grandir beaucoup plus que cela, car dans ce cas, ils commenceraient à perturber les disques d'accrétion qui les alimentent. Ce faisant, ils finiraient en quelque sorte par avoir l'œil plus gros que le ventre. La plupart des gens imaginent la couleur de l'univers comme étant quelque part entre l'aigue marine et le turquoise pâle. Même certains chercheurs pensaient que c'était le cas. Mais on a réussi à déterminer la couleur cosmique en combinant la lumière de plus de 200 000 galaxies situées à moins de 2 milliards d'années-lumière de notre planète. La vraie couleur est en fait plus proche du beige. Les chercheurs se sont trompés car le logiciel n'était pas correctement calibré. Il a finalement converti le spectre cosmique en la couleur que nos yeux verraient si nous y étions exposés. L'équipe a défini cette couleur comme un latte cosmique, sans sucre et à emporter s'il vous plaît. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète.
Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre.
La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile.